Bienvenue dans cet deuxième épisode de Un apéro avec Motomag, l'émission qui parle de tout, de sport, de culture, d'histoire, d'insolites, de trucs foutraques, iconoclastes, divers et variés. Mais avant tout, toi et toi là-bas, merci à vous tous pour l'accueil que vous avez réservé à la première émission de Un apéro avec Motomag. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Le concept était simple. J'ai proposé à la direction de Motomagazine, à Pierre et à Thierry, hey, si on faisait une émission, on raconterait des trucs un peu barrés. On appellerait ça Un apéro avec Motomag. Et puis vous avez été plus de 30 000 à la regarder, voire plus, parce que les scores continuent d'augmenter. Merci à vous, on attaque le deuxième épisode. Ça va continuer à être n'importe quoi, ça va s'appeler Moto et Western Spaghetti. Parce que je sais pas vous, mais comment est-il possible de ne pas aimer l'Italie? L'Italie, c'est une espèce de culture incroyable, c'est un mélange subtil entre la passion, le style, une certaine forme de nonchalance. Et les Italiens sont uniques au monde. Moi, j'aime l'Italie, j'aime les Vespa, j'aime le Mugello, j'aime Valentino Rossi, j'aime leur four à pizza, j'aime leur vision de la famille, j'aime la mafia, j'aime le Lamborghini Espada, la Cicciolina et la pizza calzone. J'aime tout dans l'Italie, sauf un truc qu'ils ont assez raté, c'est leur complexe américain. Qu'est-ce que le complexe américain? C'est très simple, c'est quand tu t'appelles Umberto Tozzi, tu te prends pas du tout pour Elvis Presley. Un exemple avant d'aller plus loin, le western. John Ford, qui s'y connaissait un petit peu dans le domaine, disait le personnage principal de mes westerns, c'est le paysage. C'est pas faux, n'empêche que quand tu regardes le casting, quand tu vois, je sais pas à moi, John Wayne, Clint Eastwood, Burt Lancaster, Charles Bronson, Lee Marvin, ben c'est quand même pas le même calibre que Mario Girautti et Carlo Pedersoli. Qui sont ces deux-là? C'est simplement Terence Hill et Bud Spencer. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que l'Amérique, c'est une forme de coolitude qui irradie le monde entier. En 69 sort le film Easy Rider. Dans Easy Rider, il y a une moto mythique, Captain America. C'est une Harley complètement refaite, moteur Panhead 1200, 4 vitesses, démarrage au kick, donné pour 60 chevaux. En vrai, il y en a beaucoup moins sur les Panhead, mais officiellement, c'est ça. Et ça va un peu inspirer une forme de façon d'embrasser un guidon et d'aller droit vers la liberté. Et les Italiens vont copier ça et ils vont se rater magistralement. C'est ce que j'appelle le syndrome américain. Typiquement, 3 ans après, on a une marque, Fantic. Alors Fantic, on la connaît un peu en enduro, beaucoup en trial, avec les 3 titres mondiaux de Thierry Michaud, 85, 86 et 88. Fantic nous sort le 125 Chopper. Regardez-moi ça, petit moteur refroidi par air Minarelli, gabarit ridicule. Après, les codes esthétiques sont là, la fourche longue, le petit réservoir Flower Power, la selle magnifique avec son dosseret, la façon de banane, c'est juste magique. Maintenant, voilà, est-ce qu'on imagine Peter Fonda là-dessus, en train de tailler la route 66? Je suis pas sûr. Cette moto faisait 13 chevaux, c'est pas mal, 13 chevaux pour un 125 de l'époque. Ça avançait un peu, ça devait dépasser les 100 à l'heure assez facilement. N'empêche qu'on est dans le look, oui, mais dans l'esprit, on n'est pas du tout dans la coolitude façon Easy Rider. Puisqu'on est dans le deux temps, quelques années après, vers les années 85, l'Averda s'y met. Alors l'Averda, on les connaît pour la 750 SF, qui était une des motos les plus fantastiques à rouler et à regarder des années 70. On les connaît pour les 3 cylindres, on les connaît pour le V6 d'endurance. Je vous incite à aller creuser un peu l'histoire. Mais voilà, ils ont fait aussi une 125 custom, 2 temps, avec un moteur liquide. La moto sortait 23 chevaux. Ça marchait assez bien, c'était un moteur moderne. Voilà, simplement quand vous voyez le look avec cette espèce d'allure un peu carrée, un peu ramassée, machin, c'est pareil, vous imaginez pas du tout avoir le sentiment que vous êtes là-dessus et que vous êtes quelque part dans l'Amérique d'Easy Rider. Là encore, c'est raté, on va pas tout critiquer. On sait que Peugeot aussi a sorti des 103 Sport, un petit peu chopper, mais peu importe. Toujours dans le deux temps, là c'est de pire en pire, Aprilia. Un peu plus tard, en 89, sort la 125 Red Rose. Alors on sait que les 125 italiennes étaient super performantes. Celle-là, elle a un moteur liquide. Elle a un look qui ressemble d'assez près, je dirais, à la 750 Honda avec le réservoir bien arrondi, les 2 petits feux comme ça à l'arrière. Elle restera pas mal d'années au catalogue. Mais bon, voilà, 26 chevaux en 2 temps avec une plage d'utilisation entre 7 et 9000 tours. On imagine pareil Peter Fonda ou Denis Hopper à faire cirer l'embrayage pour grimper un petit peu la côte qui mène vers la Cuna Seca. C'est pareil, c'est pas très cool et c'est une sorte de complexe un peu italien qui marche pas très bien. Même si, là on lance un appel à témoins, si vous avez une Red Rose, une Laverda ou encore pire une Fantic en super état, passez un coup de fil à la rédaction, on vient l'essayer tout de suite tellement c'est rarissime et c'est complètement introuvable. En même temps, si on revient sur ce qui fait de la base et l'identité du chopper à l'américaine, le bicylindre en V 4 temps, là aussi il y a des motos sur lesquelles on n'imagine pas tellement Peter Fonda, ni Denis Hopper, ni même Fonzi. Par exemple, la moto Morini Excalibur, alors rien que le nom, l'épée magique, etc., la quête du Graal et tout, on voit qu'ils ont réfléchi un peu, ils ont réfléchi assez loin dans le concept. Cette moto, elle existe en 350 et en 500. Au niveau de la puissance, c'est pas fantastique, hein, la 350 sort 34 chevaux
et la 500 en sort 42. Donc là, pour le grand friction mécanique, on repassera. Et puis regardez-moi ces proportions. On a les codes, on a la selle creusée, on a la grande fourche, on a le guidon. Mais voilà, sur l'empattement, il manque un truc, quoi. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un teckel et puis on a une espèce de chihuahua tout pourri, tout rikiki. Et il y a dans les proportions quelque chose qui ne fonctionne pas. Du coup, sans surprise, les Italiens sortent ça, ils se prennent un gros bit commercial. Personne ou presque n'a jamais vu de Morini Excalibur rouler, ou en tout cas rouler longtemps. Et c'est encore raté. Un petit peu plus loin, c'est autour de Ducati de s'y mettre. Alors Ducati, en 85, qui commence à rentrer dans l'ère Cagiva, hein, c'est la famille Castiglioni qui prend Ducati et ils ont plein d'ambitions, donc ils font des trails, ils veulent développer des moteurs un peu compliqués, etc. Mais sur la base du moteur Desmo qui fait un peu les choux gras de Ducati, ils décident de faire un custom, là aussi non américain, le truc s'appelle Indiana, ils la sortent d'abord en 650, 43 chevaux, bonjour le poumon, mais ils la sortent aussi pour des raisons fiscales en 350 en Italie, j'imagine même pas le dragster que ça devait être. Et puis vers 88, ils font une calculation de police, il la passe en 750 et elle sort 53 chevaux. Alors on ne va pas se moquer parce que le look est un peu moins ridicule que celui de Calibur, il est en fait plus conforme au standard japonais, c'est-à-dire quand on voit une Indiana, on se dit bon, ça aurait pu être à peu de choses près une Kawasaki Vulcan, enfin un truc comme ça qui sortait à peu près à la même époque. On sait que le caractère moteur devait être relativement sympa, un twin Ducati c'est toujours assez cool. Mais voilà, le marché voit ce truc arriver avec un peu de curiosité, ça marche pas du tout, ils en vendent 2250 en 50 productions. Rideau, Ducati Indiana, c'est fini, là c'est pareil, si vous en avez une belle, appelez-nous, on viendra l'essayer. Alors par contre, dans l'histoire du syndrome américain, du complexe américain, il y a une marque un petit peu à part, c'est Moto Guzzi. Alors c'est vrai que il y avait dans les années 80 une vraie mode de ce que j'appellerais le soft shopper, le petit custom comme ça assez facile. Les Japonais, on en fait beaucoup, souvenez-vous, les Yamaha Virago, les Honda Shadow 600, enfin il y en avait un peu partout et dans toutes les cylindrées. Moto Guzzi y va aussi, mais Moto Guzzi c'est différent. Alors certes, on pourra, pour les mêmes raisons, ironiser un petit peu sur la V35 Florida qui arrive au catalogue vers les années 82-83 puis qui restera au courant des années 80. Pourquoi? Parce qu'elle fait 30 chevaux, parce que là aussi on a un problème de proportion, c'est-à-dire que en fait les Italiens se contentent de faire des tubes de fourche assez longs, mais modifient pas, ouvrent pas les angles de chasse. Donc on a des motos qui sont un petit peu hautes de l'avant, un petit peu tarabiscotées, avec le guidon comme ça, on sait pas trop où le mettre. C'est un peu curieux. Donc la V35, quand même on frôle le nanar. La V65, elle sera plus sympa à conduire et puis surtout elle aura une vraie descendance puisqu'elle donnera la 750 Nevada, toujours dans le genre custom au début des années 90. Et puis c'est cette moto, c'est cette mécanique qui finalement va évoluer dans les V7 qu'on connaît jusqu'à récemment. Et puis le cas de Moto Guzzi est particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait avant la mode Easy Rider et la mode du chopper, etc., c'est eux qui sont allés attaquer le marché américain avec la V7. Alors pas la V7 qu'on connaît, non, la V7 de 1967, qui avait un vrai look de moto routière à l'américaine, c'est-à-dire posé, statutaire, position relax, gros moteur en V, bien agréable, bien coupleux. J'ai pu en essayer une, c'était carrément sympa pour l'âge que ça a, c'est assez étonnant. C'est même tellement étonnant qu'elle s'est bien vendue aux États-Unis, qu'ils ont réussi finalement à avoir de grosses parts de marché dans la police américaine, parce qu'en plus la moto était super fiable. Et donc le cas de Moto Guzzi un petit peu à part, c'est la plus légitime, c'est la plus historique, c'est la moins, je dirais, foutraque de toutes les autres, là le look le plus cohérent, le plus pur. Mais voilà, il y a peut-être une injustice, c'est que finalement, ça n'a pas marché plus que ça, les 650 Florida. Plus tard, on a eu les 1400 California qui ont fait un joli beat commercial. Et est-ce que, je dirais, l'historicité n'est pas garante de succès? C'est une question qu'on peut se poser. Là-dessus, je vous fais un bisou sur le casque et je vous dis à très bientôt pour un autre apéro avec Motomag.